Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Comment ça va? Ça va très bien, Clara. Et le repos? Oui, ça va. Dieu merci. Et chez vous? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Mhm. Ok. Mhm. Euh, Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Blanc, la grande sœur. Mhm. Je suis en géno. Je salue les amis de Facebook, même si je ne les vois pas. Maintenant, je salue les postes spéciales de YouTube. Bonroi, Chaka Zulu, Madou Koulibaly, ma sœur, même si je ne l'ai pas encore vue, Maria aussi Savané. Je salue tout le monde. Voilà. Maintenant, il y a très longtemps que j'ai appelé, il y a eu tellement de choses. Euh, Chaque jour, quand on se réveille, un nouveau dossier. c'est ça même. D'abord, je salue d'abord le retour de nos euh, trois petits garçons. Voilà. Euh, je leur dis bonne arrivée. En même temps, je profite de cela pour répondre à un vieux artiste là. Mais oui, une fois j'ai lu sur Opéra News quelque part où dit que quand nos soldats seront de retour, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils sont allés chercher au Mali. Donc je vais lui dire comme ça, vieux père, il y a trois qui sont derrière là, tu peux aller leur demander ce qu'elles sont allées faire là-bas. Euh, Ensuite, comment on dit ça, les deux présidents qui sont venus en visite chez notre vieux père Ado, c'est-à-dire le président polonais et puis le président, c'est-à-dire le Yoro des putschistes là, Damiba. Also, quand le président a reçu le président polonais, j'ai eu peur, non? Parce que là, quand le vieux, il a affirmé encore son soutien à l'Ukraine. Il a dit, oh, papa, Mais en même on temps, a nos soldats. Comment? hier aussi, il a reçu l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur russe. Hein. À bord. Mais c'est un garçon. Il sait ce qu'il fait. Mais juste. Mhm. Si je vous écoute clair. Ah non, 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 je disais que ce que vous dites est totalement vrai, mais il faut savoir aussi que, en fait, c'est quelqu'un qui a compris que dans la politique mondiale, tant que quelqu'un est plus grand que toi, il faut toujours négocier avec. Oui. Voilà. Bon, voilà, quand il parlait avec le monsieur, ça dit, quand il a parlé de son soutien, il dit, Joe, toi, tu n'as pas peur. Ça dit, c'est. Bon, nous autres là, moi j'ai compris comme ça que, voilà, Poutine, on dit que c'est le gangaba du monde, non. Voilà, moi j'ai soutenu l'Ukraine et puis maintenant, viens me trouver ici, quoi. Non, mais ce que tu oublies, ça m'a. ce que tu oublies, pour te donner une note d'histoire, tu as vu que quand il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale, il y avait les États non alignés. Ça veut dire, eux disent, nous on est nés avec le bloc occidental, on n'est pas aussi avec le bloc d'Hitler. Ils sont restés neutres. Mais le problème, c'est qu'en restant neutre, tu finis, quelle que soit la partie qui gagne là, toi tu assumes les conséquences. C'est pourquoi tu as vu, quand la guerre est finie, les États qui se sont mis ensemble, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre et les États-Unis, ils se sont donné tous les droits du monde actuellement. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont le privilège du monde. Même si ça manque de tuer, s'ils disent qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas. Maintenant, ceux qui ne se sont pas alignés là, ils sont devenus comment? Ils sont devenus faibles parce que dans les prises de décision, ils sont toujours obligés de passer par les plus forts. C'est cette expérience-là. Quand je me base sur cette expérience-là, je me dis que le grand maître Ado a compris que dans ce monde-là, être neutre est un poison. Parce que celui qui fait le mal là, va se dire ta neutralité là, c'est parce que tu es contre moi. Et celui qui a été victime va dire on m'a fait du mal, tu es resté neutre, donc tu es mon ennemi. Et donc, on est obligé de se déterminer. Et là, sur l'échiquier dont vous parlez là, ce ne sont pas les avantages individuels, mais c'est les intérêts de nos pays qu'on regarde. Qu'on le veuille ou pas, partout où on parle de conflits ou bien de mésententes, c'est qu'on parle d'intérêt. Sinon, si toi et puis moi on doit se battre et puis il n'y a rien à gagner là, qui va faire par là? Et donc, on se bat toujours pour un intérêt. Et chacun est aujourd'hui en train d'essayer de défendre ses intérêts. Il y a ce qu'on voit, mais il y a ce qui se décide réellement en arrière-plan.
Et ce qui se décide en arrière-plan, nous autres, on ne peut pas être au courant de ça. Mais c'est l'intelligence et la capacité. Parce qu'Alassane aussi, c'est vrai, il est le chef d'État d'un pays africain. Mais ne le voyez pas simplement en tant qu'Alassane Ouattara. Voyez-le aussi en tant qu'un des décideurs du monde. Et j'ai dit ici durant une émission qu'il y a 40 personnes. Eux là, on ne prend jamais les décisions dans le monde sans les demander. Et j'ai dit que le fils de Nabintou, Adja Nabintou, en fait partie, Alassane Ouattara. J'ai dit ça ici. J'ai dit ça. Si c'est faux, Alassane n'a qu'à sortir pour dire petit, tu es en train de mentir sur moi. Et donc, tant qu'Alassane Ouattara est vivant là, tous les interlocuteurs vont l'écouter. Que ce soit ceux qui s'opposent à lui, ou bien ceux à qui il est opposé, ou bien ceux avec qui il est d'accord, ils vont prendre son avis parce qu'il compte parmi ceux qui disent leur avis dans l'évolution du monde. Et donc, en arrière-plan, les grandes décisions qui ont fait qu'il fait partie de ces décideurs-là, ça, ces informations, toi et moi, on ne jamais au courant de ça. Voilà, donc, moi, en tout cas, j'ai dit que Alassane, c'est le jeu dans lequel il est. Parce qu'il a la posture de pouvoir être dans ce game-là. Donc, ça, il ne faut pas t'inquiéter pour ça, en tout cas. Absolument. Mais avec le temps, moi, je me suis dit, avec la sortie d'Assimi hier, est-ce que les propos du Poido pour son soutien à l'Ukraine, là, n'a pas un lien avec ça? Non, ça n'a aucun lien. Ça, ce n'est même pas un problème, même, en fait. Le problème des 49 n'est même pas un problème. Voilà, ce n'est même pas un problème. Pas que ce ne soit pas un problème. Je vais dire que dans la réalité mondiale, c'est un problème qui est trop mineur. C'est la mauvaise foi des chefs d'État africains et de la CEDEAO qui est en train de faire de cela un problème. Sinon, ça ne devrait même pas être un problème. Parce que tout a été prouvé sur la base du droit que la Côte d'Ivoire n'a jamais amené des mercenaires. Parce que la première chose, que les Maliens devraient prouver que la Côte d'Ivoire a démontré que ces personnes-là ont agi dans un cadre hors de toute légalité, sans entrer dans un circuit de loi. Or, la Côte d'Ivoire, depuis le 12 juillet, dit qu'on les reconnaît. Donc, en les reconnaissant là, ça lève déjà le doute sur l'identité. Or, quand quelqu'un peut poser une action et revendiquer une identité, ça veut dire que c'est ce pays-là qui est commanditaire. Or, quand l'État de Côte d'Ivoire dit qu'on reconnaît les 49, si effectivement il y a eu acte de subversion, ce n'est plus les 49, c'est l'État de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le Mali ne pose pas plainte contre l'État de Côte d'Ivoire pour acte de sédition ou bien pour acte à la cour de la CEDEAO ou bien dans les juridictions internationales? Parce qu'on ne peut pas seulement engager les 45 et les 49, eux sont petits dedans. Il faut qu'on engage même la responsabilité de la Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara dit qu'il reconnaît ces gens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ressort le 6 août 2022, vous avez tous entendu ça ici, il dit que les 49 ont été injustement arrêtés et que lui, il ira jusqu'au bout, il restera avec eux et leur famille. Ça veut dire qu'il persiste dans sa position. Donc, si c'était un coup d'État qu'il voulait faire au Mali, là, le 6 août, Alassane Ouattara est sorti pour dire je ne vais pas cesser. Et ce que j'ai amené là, comme c'est moi je les ai amenés là, je vais tout faire pour les ramener. On peut interpréter ça comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Il n'était pas allé faire coup d'État. Par contre, Alassane se permet de dire qu'ils ont été injustement arrêtés parce que le cadre légal des lois, depuis 2019, ces personnes partaient, travaillaient dans la même place, au même lieu, pour la même mission. Qui a dit qu'ils étaient partis pour faire un acte de mercenariat au Mali? Qui a dit ça? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui reconnaît avoir dit ça? Non. Est-ce que ce sont les 49 qui ont dit qu'ils sont des mercenaires? Non. C'est le Mali seul qui parle, qui accuse et qui fait une conclusion. Même si on dit que quelqu'un est un voleur, même si on suppose que quelqu'un a fait la prison parce qu'il volait, s'il n'a pas volé chez toi, toi tu ne peux pas l'accuser d'être un voleur. Or, l'État de la Côte d'Ivoire n'a jamais été un État qui a déstabilisé, en tout cas sur Alassane Ouattara qui a déstabilisé. Et il faut faire attention, c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser en disant que non, comme il y a des opposants qui sont là-bas, la Côte d'Ivoire aide ses opposants à déstabiliser le Mali. Mais qu'ils aient le courage de dire les actes de déstabilisation que ces personnes ont causés à partir de la Côte d'Ivoire. Parce que ça c'est très important. Mais en réalité, ils sont en train de nous ramener à une idée antérieure, précédente, pour nous faire croire que la Côte d'Ivoire est devenue un État déstabilisateur dans la région. Et c'est ça qu'il ne faut pas accepter. Et ce n'est pas vrai.
Parce que si le fils d'Ibeka a commis des actes attentatoires contre le Mali, que la junte nous pose directement pour dire, bon, tel jour, on a attrapé telle personne, avec telle, voilà ce qu'ils ont fait à partir de la Côte d'Ivoire, ou bien qu'ils nous donnent des actes de n'importe quel support qui prouve que les autorités ivoiriennes ou certaines parties ivoiriennes sont impliquées dans des actes qui ont aidé les Maliens à déstabiliser le Mali. Ouais. Mais on ne peut pas soi-même faire un jugement et faire une condamnation et vouloir faire accepter ça aux autres. Et donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas responsable. Et toutes ces preuves-là sont là. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous avez vu Mme Mohamed, qui est l'une des représentantes de l'ONU, vous avez vu certains dirigeants de la CEDEAO, de l'UA, qui font des transactions pour essayer de mettre bas la terre. Mais la question aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de se poser, est-ce que parmi tous ceux qui sont les négociateurs, est-ce qu'on dit un langage de vérité? Est-ce que les langages sont francs pour ne pas qu'on perde le temps? Parce qu'avec tout ce que je viens de dire là, nous on attend aujourd'hui les preuves. Si les preuves étaient contre Alassane Ouattara, est-ce que nous on pouvait sortir pour venir parler? On a notre dignité à défendre. Si les preuves étaient vraies contre la Côte d'Ivoire, là, les médias internationaux russes auraient donné les preuves. On va dire que RFI et autres ne vont pas dire. Mais pourquoi depuis là, vos preuves là? Donnez ça à RT, la radio-télévision russe. Donnez ça à votre télévision. Vous-même, la Bamako, là, donnez ça à ORTM, ils vont faire sortir. Mais il n'y en a pas, parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas créer les choses. Chers Maliens, tout ça s'est fait sur la base du faux. Assimi a simplement pris nos gens en otage pour essayer d'imposer un rythme de négociation pour chercher une reconnaissance internationale face aux échecs qu'il est en train de subir au Mali. Parce que tant qu'on est en train de penser à ces négociations-là, ça le rend important parce qu'il peut sortir pour dire ce qu'il veut, mais les Maliens meurent au Mali. Les djihadistes sont en train de reprendre du terrain. Or, il n'a pas envie que les Maliens, il ne peut pas s'arrêter devant les Maliens pour leur dire que c'est moi, j'avais dit que le djihadisme, j'allais mettre fin, mais depuis que je suis là, les djihadistes ont pris tout le Mali, excepté les 245 km de Bamako. Il ne peut pas assumer ça devant les Maliens, donc il faut se chercher des ennemis extérieurs. Et malheureusement, c'est avec cela qu'on voit et ce n'est pas intéressant. Mais je le dis et je l'aurais dit, si les négociateurs, ne serait-ce que ouest africains de la CEDEAO, étaient corrects, et aujourd'hui, moi je le dis et je l'assume, ils ne sont pas corrects. Ils ne sont pas corrects. Parce que si on faisait comprendre à Assimi, si tu ne les libères pas, après toutes les preuves et de la bonne foi des autorités ivoiriennes que tout le monde voit, on va reconduire les mêmes sanctions. Je crois que cette histoire aurait pris fin depuis longtemps. Justement, et que c'est pour cela même que le deuxième négociateur, bon, pour tous ceux qui suivent les infos, on sait déjà c'est qui. Bon, il a quel intérêt à jouer les malauds dans cette histoire en fait? Pour les pays qui le font? Le deuxième pays que tu avais évoqué. Non, il y a plusieurs pays. J'ai donné un exemple récent. Sinon, il y a plusieurs pays. Justement, mais récent, là, ça est dans notre tête. Nous, on sait déjà c'est quel pays. Voilà. Maintenant, lui, là, il a. Parce que, bon, lui, là, quand même. Mais lui, il veut pas. On nous attaquait, là. On l'attaquait aussi à nous. Lui n'accepte pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire soit un tenant de l'économie ouest africaine. Et que dans la création, par exemple, de l'éco, la Côte d'Ivoire a plus d'influence que lui. Lui, par exemple, voilà son exemple. Maintenant, il y a d'autres pays, eux, le problème du port, là, eux, ils sont en train de dire qu'ils négocient, mais ils proposent à Assimi, bon, il faut venir dans notre port. Mon Dieu. Vous connaissez les pays qui ont port en Afrique de l'Ouest. Donc, ne me demandez pas c'est quel pays. Il y a toutes ces réalités-là qui sont là aussi. On peut faire ça. Adama. Non, le monde est bizarre. Le monde est une place très dangereuse. Et c'est pourquoi nous disons aux élèves de la classe, éduquez-vous et anticipez sur les événements. Il y a beaucoup de choses, on ne dit pas ça à un coup. Mais le monde est très dangereux. Le monde est très dangereux. C'est pourquoi le Christ, quand le diable lui a dit, moi je vais te donner le monde. Il dit non, moi je vais prendre le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Même Dieu lui-même, il a laissé le monde aux démons. Même Dieu lui-même, là, c'est les malfaiteurs qui prospèrent dans ce monde en premier d'abord. Je n'ai pas dit que ceux qui font du bien ne peuvent pas prospérer. Hein. Mais, si tu t'habitues à faire le mal, c'est toi qui vas régner d'abord. Et c'est pourquoi le prophète de l'islam disait,
que ce monde-là est un enfer pour le croyant. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu t'imposes des règles morales, là, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Ah oui. Mais quand tu n'as pas de règles morales, tu es capable de tout. Mais tu vas forcément bien vivre parce que toi, tu vas marcher sur les autres. C'est à cela qu'on est en train d'assister. Ah oui. Voilà. Ah, ok. Ah, d'accord, là, je finis rapidement sur ma brie et puis ben, je laisse la place aux autres. Il n'y a pas de problème. Voilà, quand j'ai vu ma brie, je n'étais pas fâchée, mais j'ai ressenti de la pitié. Parce que j'ai vu ma brie en action. C'est-à-dire, au moins les gars désignés AGC là, où tout le monde sont les gars, où Patrick a dit qu'il était assis sur une fesse, ou je ne sais pas, au State, avec le vieux père, tout ça. Donc, tout le monde est venu, ils ont fait que chanter les louanges du vieux, et c'est lui seul qui est sorti du lot, puis c'est joué les garçons, c'est lui, il dit ce qu'il pense, et puis il n'y a rien quoi en fait. Et nous tous, on a vu le film de tout ce qui s'est passé. Donc là, quand moi je l'ai vu à la télé, en train de parler, j'ai eu pitié pour l'homme. J'ai eu pitié pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Lui, là, c'était mon mari. Là. Il quitte là-bas d'être là, j'ouvre la porte, lui, il va chez toi. C'est quel gars ça là? Ça dit, tu ne peux pas faire tout ça là. Et puis, venir t'arrêter, te jouer les bons enfants, quoi. Je ne sais pas, mais franchement, il me fait pitié. J'ai pitié pour lui, j'ai pitié pour sa famille. Je ne vais pas trop parler de lui, mais ça, c'est mon sentiment. C'est la pitié que moi, j'ai ressentie et je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ça. Maintenant, la sortie de Charles aussi, j'ai vu un peu quelque part. Charles Bleu Goudé, toi et puis ton papa Babou, là. Ça dit que vous cache-cache, là. Faites sans vous. Nous, on n'est pas dedans. Ça fait 2 mois, nos gars sont là-bas. Donc, toi, tu t'assois autour là-bas, tu attends ce que les autres là vont dire. Après, tu sors, tu viens, tu te joues. Pour être leader, tu n'as pas besoin d'attacher ton cou, te serrer dans le veste, venir t'asseoir, raconter ta vie. Voilà. Donc, je ne sais pas, tu te vois président. Quand tu vas changer un petit, il faut venir. Quand tu es arrivé à Abidjan, tu as enlevé le veste là, tu as déposé. C'est le polo que tu as porté. Si le gars même lui permet de vivre suffisamment. Donc, si Babou parce avait que dit, les gens pensent que c'est nous, c'est nous. J'ai dit, si le gars même l'accepte de vivre. Vous qui êtes né aujourd'hui, moi je. J'ai dit, si le gars même accepte de le laisser en vie, je veux dire. Ah, ça n'engage que c'est son choix, il avait fait, non? Mais là, les jeux, là, c'est trop bizarre. C'est les gars qui peuvent tomber dans ça. Ça veut dire que 2 mois, au moins c'est chaud, là, où tout le monde, on n'arrive même pas à dormir. On n'attend personne. C'est maintenant où on commence à respirer un peu. Toi, tu sors avec un journal dans ta main, en train de raconter ta vie. Parce que les autres, là, ce qu'ils ont dit, là, toi, tu te démarres, quoi. Tiens, on est trop hier. Ceux qui peuvent tomber dans ton piège, ils se connaissent, c'est pas nous. Chez nous, là. Non. Va lire ton journal quelque part d'autre, c'est pas chez nous. Éclaireur, je vais laisser la place aux autres. Il n'y a pas de problème. Puis, ben, merci beaucoup pour cette je vous souhaite bonne émission, bon week-end. Merci beaucoup. Et merci pour cette belle et brillante intervention. Et bon week-end aussi à tous mes amis. Merci beaucoup. Merci. C'est qui on est sur YouTube? Merci, au revoir. Merci bien. Ah non, les forces spéciales, on est sur YouTube, on ne voit pas nos visages. Mais non, mais... C'est vous les fantomas. On est trop dingués. Merci beaucoup. Ok. Ouais, j'abrosse tous mes gars de YouTube, surtout mon cœur, Chaka Zulu. Non, il va m'attraper tout de suite. Au revoir, Éclairé, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à New York. Comment allez-vous? Bonsoir, merci, je vais très bien, merci. Bonsoir à tous ces intervenants qui sont passés faire du beau travail. Vraiment, bonsoir à vous.
Bonsoir Amère Blanc. Franchement, encore cette fois ce soir, j'ai trop aimé son texte, quoi. C'était trop clair, c'était trop limpide, c'était trop riche. Ça en disait trop de bonnes choses. Merci, maman Blanc. Éclairage, je vais rester un peu sur le champ des denrées alimentaires, un peu comme j'avais commencé hier. Aujourd'hui, je voulais quand même interpeller un peu le ministre en charge de l'agriculture. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, étant à Abidjan au marché, tout en faisant le marché, ça c'est pour leur dire ce qui ne va pas, hein, pour ne pas qu'après ils viennent dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont supposés savoir. Mais si personne n'en parle, ils le sauront encore moins. Alors moi j'en parle parce que voilà, je suis témoin direct. Je voulais acheter du chose. Pour acheter des carottes, on m'a vendu une carotte à 300 francs. Ça, c'était pour une toute petite carotte. Un peu plus grosse, ça fait 400-500 francs d'unité. C'est pas normal. C'est pas normal parce que quand même, la Côte d'Ivoire est une terre fertile. On a tous les types de terres, que ce soit terre argileuse, terre sableuse, terre calqueuse, terre, voilà, comme on peut l'imaginer. On a tous les types de terres quand même pour faire produire des carottes et ne pas exposer des populations qui n'ont, comme je l'avais dit hier, qui n'ont pas du tout les moyens qu'il faut acheter une pièce de carotte à au moins 300 francs, au moins 300 francs et jusqu'à même 500 francs des fois. C'est pas normal. Ça, c'est pour la carotte. Et là, je vais parler maintenant de la boîte de laitue. La laitue, jusque-là, en Côte d'Ivoire, on n'a qu'un seul type de laitue, ce qu'on appelle communément la salade. Et je voulais acheter aussi un autre type de laitue en supermarché. Devinez quoi? Une boîte de laitue faisait plus de 6500 francs. Éclaireur, vous pouvez envoyer quelqu'un en supermarché, vous vérifiez ce prix-là et il viendra vous dire pareil. Une boîte de laitue importée à plus de 6500 francs. Ce qu'on achète ici environ 59 centimes, 60 centimes ou plus 1 euro, fait 6500 francs à Abidjan. Et ça, pourquoi? Pourquoi avons-nous des ingénieurs agronomes? Pourquoi? Que font-ils de leurs expériences, je ne sais pas moi, en agronomie? Je doute même qu'ils fassent des recherches ou alors qu'ils nous développent les produits qui peuvent nous nourrir. Donc, à cela, quand même, je crois que le premier responsable de cette situation, de ces prix vraiment inexplicables ou de ces manques de produits, le premier responsable n'est autre que le ministre même en charge de l'agriculture. Et ça, c'est un coup de gueule que je voulais encore lancer ce soir concernant quand même l'alimentation de nos populations. L'argent, déjà, ils ne l'ont pas. Donc, quand les denrées sont aussi quand les denrées sont aussi manquantes et aussi chères, je crois qu'il faille, comment moi nous demandons au ministre d'engager des travaux tout de suite, enfin d'engager des travaux aussi tôt que possible pour résoudre la question des produits sur les marchés, des denrées sur les marchés. Éclaireur, je vous laisse l'antenne. C'était mon coup de gueule ce soir et bonne émission à tous. Merci beaucoup, cher maire, pour ce que vous venez de dire. Et merci surtout d'attirer l'attention parce que, dans le fond, vous êtes en train de vous inquiéter pour le quotidien même des ménages en Côte d'Ivoire. Et avec ce que vous avez dit, j'aimerais aussi ajouter qu'il faut aussi dire à nos populations que quand on parle d'une vie, on ne maintient qu'une vie qu'avec la nourriture aussi. C'est vrai que la connaissance, mais si le ventre est vide, le cerveau ne sera pas en place. Et donc tout est lié. En fait, moi je situe la chaîne de responsabilité à tous les niveaux. Toute la Côte d'Ivoire même est à accuser. Parce que vous avez dit quelque chose qui répond. Ce sont des produits importés. Ça veut dire, nous on ne les cultive pas, on s'en va prendre chez les autres pour venir. Mais chers mères, soyez d'accord avec moi que ceux-là, tant que nous manifestons le besoin, ils vont nous imposer le prix qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ne pas avoir à payer
en prenant avec eux. Quand on se pose cette question-là, on retrouve la responsabilité de tout le monde. D'abord, l'État, par exemple, je sais que l'agriculture est subventionnée en Europe. Un agriculteur, l'État te dit, bon voilà, quelles que soient les circonstances, voilà, nous on paye. En Côte d'Ivoire, qui se veut et qui s'est toujours voulu payer, soutenu par l'agriculture, l'État lui-même aurait dû et devrait penser et repenser pour mettre des mesures, pour mettre en confiance nos paysans et répondre à nos besoins locaux. Ouais. Ne serait-ce qu'à travers, par exemple, on peut dire, ceux qui vont s'investir dans la culture vivrière, on va vous subventionner. Ceux aussi qui veulent faire les cultures industrielles, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Organiser les planteurs et les spécialiser par domaine de compétences. Et en fonction de ça, l'État de la Côte d'Ivoire ne peut pas lui-même te dire aujourd'hui, voilà tel nombre de paysans, voilà ceux qui sont spécialisés dans le vivrier, voilà ceux qui sont spécialisés dans l'industriel. On est tous dedans comme ça. Alors que c'est dangereux. Ça prouve donc que l'État lui-même n'a pas une mesure claire et ne se pose pas de questions sur la sécurité alimentaire même de la Côte d'Ivoire. Tu es paysan, c'est fini, on s'en fout. On dit c'est EVA qui marche, tout le monde s'en va faire EVA. Mais l'argent des VA là, tu vas prendre pour aller payer 1 kg de riz à 10 000. Donc à quoi est-ce que faire les VA aura servi? Alors que le kilo de VA coûte peut-être 500, c'est un exemple que je prends. En fait, ça prouve qu'il y a discordance. Et cette discordance-là vient du fait que l'État lui-même n'encourage pas les paysans à leur formation et à la compréhension des enjeux. Un pays qui n'est pas autosuffisant ne peut pas être un pays économiquement viable. Et donc, l'État devrait non seulement encourager le secteur de l'agriculture, mais expliquer aussi les enjeux du gouvernement et les enjeux du moment. C'est très important, tout en facilitant, à travers des exonérations d'impôts, ceux qui font rentrer des machines, par exemple, pour faire l'agriculture et autres. Ça, c'était au niveau de l'État. Et donc, le ministre même est là-dedans. Au niveau des populations, quand on dit que quelqu'un est malin, là, ou même intelligent, là, quelle est la première intelligence d'une personne? Selon moi, la première intelligence d'une personne, c'est comment me maintenir en vie. À partir du moment où j'arrive à me maintenir en vie, la deuxième question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire qui soit avantageux pour moi? Et qu'est-ce que je peux faire qui ne soit pas avantageux pour moi? Donc, savoir ce qui est bon, positif, de ce qui peut être mauvais ou dangereux pour moi. Et de façon simple, on appelle ça la sagesse. Après la capacité de survie, la capacité de sagesse, il n'y a plus d'autres formes d'intelligence. Mais nous-mêmes là, on ne lui en mange pas. On en a payé carottes à 500. On en a payé brocoli à 3000. On a payé, quoi encore? Quelque chose à 10 000. C'est vrai. Mais jusqu'à quand on va continuer à ne pas assumer qu'en ne faisant pas l'agriculture, en refusant de nous impliquer nous-mêmes, on est en train de se mettre en danger. Tout le monde ne peut pas devenir agriculteur. Mais je veux dire que si on encourage nos agriculteurs locaux à faire des coopératives et à encourager ceux-là et leur dire, tu finis ton produit là, nous on va prendre. Et nous on crée des petits supermarchés pour nos produits locaux, vous allez voir que nos produits locaux là, ça va mettre en confiance nos cultivateurs et ça va attirer d'autres personnes qui vont s'investir là-dedans. Bien sûr. Et donc c'est un peu cela que j'aimerais ajouter aussi à ce que vous avez dit, pour que chacun de nous puisse prendre conscience et qu'on puisse réellement aider. Ce sera encore mieux. Merci éclaireur, mais en plus de chacun de nous qui doivent prendre conscience, depuis tout ce temps éclaireur, donc le ministère en charge, ou les différents ministres qui ont été en charge ou qui sont encore en charge, n'ont pas encore, depuis que la Côte d'Ivoire existe, n'ont pas l'intelligence d'aller ne serait-ce que travailler, voir ce qui ne va pas, ou alors même aller chercher l'expérience ailleurs, et puis venir nous rapporter ça en Côte d'Ivoire et voir ce que ça donne. Mais attends! Ils le savent, mais de toute façon, ils ne sont pas venus là pour faire le bonheur. Et ça, je le dis de façon sèche. Un ministre en Afrique, il ne vient pas d'abord pour faire le bonheur de son ministère, encore moins des populations.
En vérité, un ministre en Afrique, quand ça vient d'abord pour faire sa promotion personnelle et s'enrichir d'abord. La prise de conscience peut attendre. Ça, je préfère vous dire ça en toute sincérité. Je le comprends, éclaireur, mais quand même, il faut soulever la question, vraiment. Oui, malheureusement, tant que la prise de conscience n'irait pas avec, ce serait un peu comme si on s'aimait dans le désert quand même. C'est pourquoi nous disons que la qualité des hommes, l'enquête de moralité et surtout attendre des résultats en temps est important. Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, moi je souhaiterais qu'on nous dise chaque 3 mois que le président Ouattara fasse passer les ministres pour nous dire, bon voilà, j'étais là, voilà ce que j'ai pu faire, voilà, selon ce qu'on m'a demandé, voilà ce que j'ai fait. Nous sommes en Occident. Ça, c'est une très bonne suggestion. Très énorme suggestion. Sinon, tant qu'on ne fera pas ça, ces gens-là ne produiront rien. Donc, prenez tous les ministères en Côte d'Ivoire. On sait les ministères qui travaillent. Moi, je connais le ministère de la Sécurité qui travaille. Le seul. Je connais le ministre ou la ministre de l'Éducation nationale qui fait des efforts. Ouais. Je connais aussi, quel autre ministre encore? Vous voyez que c'est très difficile de les citer sur le bout des doigts. Alors qu'il y a des pléthores de ministres, on en a même supprimé. Mais quand cela ne tienne ce qui est là, quand on te dit quels sont les ministères qui travaillent, toi-même, et il y a le premier ministre aussi qui travaille aussi. Voilà. Mais comme lui, il est le ministre des ministres, lui, on ne le considère pas dedans. Non, mais c'est aussi sa responsabilité, éclaireur, permettez-moi, c'est aussi sa responsabilité d'exiger ce que vous venez de la suggestion que vous avez faite. Effectivement. On doit voir qui travaille. Effectivement. Donc, si lui ne fait pas, ça veut dire que lui aussi manque à son devoir. Effectivement, oui, de façon indirecte, oui. Et donc, comme pour dire que, tant qu'on ne va pas demander à nos ministres, bon, éclaireur, on t'a nommé, tu es content, on sait déjà ce que tu penses, on sait ce que tu veux. Mais ce que nous on te demande là, d'ici 6 mois, il faut qu'on sente, voilà ce que nous on veut atteindre. On veut que les populations ressentent la positivité des actions du ministère, de ton ministère sur leur vie directement. Bien sûr. Et donc, voilà ce que nous on veut. Et toi-même là, ce que tu peux faire en appui pour ajouter dessus, il faut ajouter dessus devant nous ici. Donc, éclaireur dit, en plus de ce que vous m'avez demandé, voilà ce que je peux apporter de plus. Est-ce qu'on a obligé l'éclaireur à le dire? On décide du temps ensemble. On dit, bon, chaque 6 mois, on va évaluer. Mais si dans les 6 mois, on a évalué, après encore, peut-être ça n'a pas marché, peut-être par inexpérience, on te donne un autre 6 mois. Si ça n'a pas marché, peut-être que c'était une erreur, mais un autre 3e 6 mois doit nous permettre de savoir si tu peux ou même si tu ne peux pas. Et quelqu'un qui est défaillant, si on le maintient et qu'on continue à le payer chèrement, quand vous le payez chèrement à ne rien faire, vous êtes en train de tuer la population. C'est vrai. Et donc, c'est à tout ça qu'il faut penser. C'est en Afrique seule qu'on ne voit pas la responsabilité de ceux qui sont à la gestion de la chose commune. On préfère les laisser là. Et eux aussi, ils se permettent même de moraliser pour dire, mais moi, je suis votre ministre. Quand je ne veux pas l'écouter, moi. Pardonnez-moi. Mais c'est ça. C'est un peu le Satan qui demande à Dieu, mais tu te comportes mal, cher Dieu. Voilà comment tu devrais te comporter. Et là, tu t'arrêtes, tu te dis, mais mon Dieu. Depuis quand Satan peut conseiller Dieu? En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour finir, je vais juste leur rappeler qu'ici, les Occidentaux, ils ont des centaines de types de lectures, de types de salades, des centaines de variétés. Je veux leur rappeler ça. Et puis, ça fera toujours mal, même si on est millionnaire éclaireur, d'acheter une pièce, l'unité de carottes à 500 francs. Ça fera vraiment mal. Donc, c'est sur ce que je voulais éclaireur. Merci beaucoup. Merci, chère mère. Et mon père me disait, fils, travailler est une bonne chose, mais savoir épargner. Et tu seras riche quand tu dépenseras moins. Et donc, plus tu dépenses moins, tu seras riche sans le savoir. Ça fait mal quand tu dois dépenser. Ouais, si toi tu dépenses, ça ne te fait pas mal, c'est que tu es un futur pauvre. C'est vrai. Donc, merci beaucoup, cher. En tout cas, merci pour cette animation. Je voulais vous dire merci pour la connaissance que vous avez partagée hier. J'ai réécouté encore, mais vraiment, voilà quoi, phénoménal. Merci, éclaireur. Merci Bonne beaucoup, émission cher. à tous. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup.